Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. 3e de Ligue 1 à la mi-saison, à égalité de points avec Nice et un match de moins au compteur. L'OM reste dans les clous pour une qualification en Ligue des Champions. Une première partie de saison satisfaisante du coup sur le plan comptable. Côté contenu, c'est un peu plus mitigé. Après un début de saison tout feu tout flamme, les Olympiens sont devenus plus prudents à tel point que l'équipe a aujourd'hui la meilleure défense de Ligue 1. Un paradoxe au regard de la philosophie de jeu prônée par l'entraîneur Sampaoli. Un paradoxe qui n'est pas le seul et c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Jérémy Torgeman, journaliste au service des sports de la Provence. Jérémy, vous signez cet article titré « L'OM entre espoir et paradoxe ». Et pour mieux comprendre le contexte actuel, vous revenez sur l'arrivée de Jorge Sampaoli à l'OM. C'est un entraîneur qui entraîne l'Atlético Mineiro, qui a entraîné par le passé la sélection du Chili, la sélection argentine pendant le Mondial 2018 et une saison à Séville. C'est un entraîneur qui se veut comme disciple entre guillemets de Marcelo Bielsa, c'est-à-dire un adepte d'un football assez offensif basé sur la possession du ballon, quitte à des fois à se découvrir défensivement. À moyen et à long terme, concernant le jeu, avec une philosophie qui consiste à se tourner davantage vers le but adverse que vers le nôtre. C'est un entraîneur qui, on va dire vulgairement, aime le beau jeu et aime le jeu offensif. Dès le départ, El Pelado, comme on le surnomme, essaye de poser sa philosophie de jeu dans l'effectif olympien. Le bilan de sa demi-saison avec l'OM n'est pas si mal. 6 victoires pour 3 nuls et 3 défaites. C'est plutôt encourageant, non ? Ça a permis, on va dire, dans la saison chaotique qui a été celle de la saison dernière, avec le départ de Villas-Boas, l'intérim de Nasser Largué. Il ne faut pas oublier non plus les incidents à la commanderie. Quand il arrive, il y a Jacques Henriero qui n'est plus président, Pablo Longoria qui est promu à la tête du club. Donc il y a pas mal de changements et on peut entre guillemets s'inquiéter de la fin de saison. Finalement, il arrive, avec Pablo Longoria, ils arrivent à remobiliser le vestiaire, à remobiliser certains joueurs, et ils finissent tant bien que mal. Le bilan sur la fin de saison, voilà, 6 victoires, 3 nuls, 2 défaites, il est pas mauvais, il est pas exceptionnel, mais il est bon. Il est correct. L'OM n'avait pas affronté des adversaires non plus de très très haut niveau. Mais voilà, il y a eu des buts marqués, 3 contre Lorient, 3 contre Reims, 3 contre Angers, 3 contre Brest. Il y a eu beaucoup de buts. Ça a posé un petit peu, voilà, c'était on va dire les prémices de la saison actuelle. Les prémices de la saison actuelle avec un effectif profondément remodelé pour compenser les départs des Thauvin ou encore Germain. L'OM recrute en nombre. On pense au Gerson, Guendouzi ou encore Conrad de la Fuente. Jérémy, quelle analyse faites-vous de tous ces recrutements ? On pouvait s'y attendre dans le sens où beaucoup de joueurs qui n'étaient plus sous contrat à l'Olympique de Marseille, avec notamment Florent Thauvin qui est parti cet été, qui était un petit peu l'un des meilleurs joueurs de la saison dernière et des saisons précédentes. Il y avait toujours la question de ce numéro 9 avec Milik qui est arrivé l'hiver dernier mais qui était blessé sur la fin de saison, donc il y avait un point d'interrogation. Finalement, comme l'a toujours dit Pablo Longoria, il est resté, même s'il a mis du temps à revenir. Il y avait quand même plusieurs interrogations et des joueurs et des postes à combler puisqu'ils n'avaient pas été pourvus déjà lors des mercatos précédents. Donc du coup, oui, il a fallu. On pouvait pas être surpris par le nombre d'arrivées et de départs et de mouvements d'une manière générale. Après, c'était un mercato mené par Pablo Longoria, par Jorge Sampaoli, donc les pistes choisies n'étaient peut-être pas habituelles. Bande passante, l'info décryptée. On a tout de même l'impression que le recrutement répond, à l'inverse d'un PSG qui empile les stars, à une certaine idée de jeu. Il a recruté pour jouer dans son système, donc un système qu'on a plus ou moins, que tout le monde a plus ou moins découvert pendant les matchs amicaux, avec 3 défenseurs centraux, 2 milieux de terrain récupérateurs, une des 4 joueurs offensifs et un attaquant de pointe. Là où, en revanche, c'est surprenant, c'est que les joueurs offensifs sur les couloirs ne jouent pas vraiment comme des défenseurs. Et c'est plutôt un des 2 pistons, donc généralement le piston droit, qui, quand l'OM perd le ballon, coulisse en tant qu'arrière droit. Et le défenseur axial gauche
bascule sur le couloir gauche en tant que défenseur pour avoir une ligne de 4 quand l'OM est en phase défensive, quand l'OM n'a pas le ballon. Un schéma de jeu utilisé lors des matchs amicaux de pré-saison et confirmé lors des premiers matchs de cette nouvelle saison. D'ailleurs, Jérémy, ça part bien pour l'OM. Il y a des buts, il y a des victoires, à l'exception de Bordeaux qui est venu faire match nul au Vélodrome, mais ça gagne à Montpellier, ça gagne contre Saint-Etienne au Vélodrome. Bon. Problème pour l'Olympique de Marseille, ça marque, mais ça prend des buts aussi. Oui, parce qu'en fait, les chiffres sont là pour l'attester. Sur les premiers matchs, sur quasiment le premier mois de compétition, l'OM a marqué et a encaissé le tiers des buts qu'il a encaissé et qu'il a marqué jusqu'à la trêve en 5 mois. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de buts encaissés et énormément de buts marqués pendant ces premiers matchs. C'était le résultat de la philosophie de Sampaoli, avec la philosophie de jeu de Sampaoli qui est basée sur le déséquilibre quasi permanent. Bon, du coup, l'OM attaque. L'OM attaquait bien et attaquait beaucoup, souvent 1 contre 1 sur les côtés, avec les joueurs excentrés. Et donc, forcément, ça marquait, mais derrière, ça encaissait aussi beaucoup de buts. Fort de ce constat, l'entraîneur Jorge Sampaoli rectifie le tir et remodèle sa défense. Ça veut dire que des fois l'OM a démarré avec 4 défenseurs, mais alors sans défenseur latéral droit, puisque en fait c'était souvent Valentin Rongier, qui est un milieu de formation, qui démarrait sur le côté droit, ce qui a coûté des buts, aussi bien contre Brest que contre Reims. Les buts viennent du côté droit. D'ailleurs, il me semble que les entraîneurs adverses ont identifié le principal point faible de l'OM cette saison, c'est-à-dire ce côté droit de la défense. Donc ça va être un des principaux points à corriger, à rectifier si l'OM souhaite jouer le podium. L'autre analyse dans votre article à lire dans la Provence sur les espoirs et les paradoxes de l'OM, c'est cette capacité à être fort avec les forts et faible contre les équipes jugées a priori plus faibles. C'est à des périodes assez espacées, puisque Bordeaux c'est au tout début de la saison, c'est la 2e journée. Metz, on va dire, c'est au milieu de la phase aller, et puis Reims, c'est sur la fin de l'année. Bordeaux est venu faire match nul de partout. Metz a joué son jeu et n'a quasiment pas été inquiété. Ils font 0-0, ils font un match solide défensivement. Ils auraient pu marquer. J'ai en tête des occasions de Thomas Delaine qui aurait pu faire mouche. Et Reims, pour le dernier match de la saison, qui est le plus récent et qui est dans nos esprits encore, voilà, qui a mené jusqu'à la 97e minute, qui aurait pu être mené 2 ou 3-0 à la pause, c'est vrai. Mais Rajkovic a fait des arrêts déterminants, il était là pour ça, le gardien rémois, et puis à côté de ça, l'OM a encaissé un but, une nouvelle fois à l'issue d'une action qui s'est déroulée sur le côté droit de sa défense, et ensuite a dû cravacher pour égaliser sur un penalty, dans les conditions qu'on connaît, avec le recours à la VAR, et puis quelques minutes auparavant, un penalty qui aurait très bien pu être aussi sifflé contre l'OM avec une faute de Tchadé Sarr. Est-ce qu'il y a une explication plus générale pour ces difficultés face à des équipes jugées sur le papier plus faibles ? Je pense que face à cet OM-là, face à cet OM de Sampaoli, après c'est un avis très personnel, l'équipe qui viendra bien défendre posera naturellement plus de difficultés à l'OM. On le dit souvent, c'est plus facile de défendre que d'attaquer. Donc du coup, s'il y a une équipe qui vient défendre, on l'a vu de toute façon même en Coupe de France, face aux amateurs du Canet-Rocheville, tant que le Canet-Rocheville était à 11 contre 11, ils se sont contentés de défendre, et ça a marché. Bien défendre contre l'OM, c'est peut-être pas évident. Il faut compter aussi sur un peu de chance et de réussite de son côté, et de maladresse de la part des attaquants olympiens, mais c'est possible. Metz l'a fait, Reims l'a fait aussi en première période et a marqué en seconde période et a finalement craqué sur la fin, mais c'est possible de bien défendre. L'autre paradoxe de cet OM, c'est donc aussi cette capacité à répondre présent face aux équipes du haut de tableau. Dans les équipes de la première partie de tableau, l'OM n'a perdu des points finalement que contre Lens et Lille. Lens qui a marqué d'ailleurs un tournant dans cette phase allée, puisque Lens est venu et avait sanctionné les errements défensifs de l'OM à une période où tout semblait lui réussir. Un Orange Vélodrome bouillant pour cette belle affiche entre l'OM 2e et Lens 7e, 2 points derrière. Les Marseillais sont encore invaincus et viennent de ramener le nul 0-0
Danger en milieu de Et au terrain. final, peut-être qu'à ce moment-là, Sampaoli s'est aperçu que ça ne pouvait pas tenir en Ligue 1 face à des équipes bien en place, bien placées, bien préparées, plus fraîches physiquement parce que l'OM a joué la Ligue Europe et donc du coup ça a puisé forcément de l'énergie. Lens, selon vous, a marqué un tournant dans cette première partie de saison de l'OM. Même si l'OM avait fait un bon match ce jour-là, même si l'OM globalement n'avait pas été loin de là mauvais, mais ce jour-là, l'OM s'était fait punir à chaque fois que Lens était sorti de son camp. Et je pense qu'à ce moment-là, l'entraîneur olympien, sans se remettre en question, mais a modifié un petit peu sa manière d'aborder les matchs, est devenu un peu plus prudent. Et c'est à partir de là qu'on a pu voir l'OM démarrer des matchs clairement avec 4 défenseurs au lieu de 3, des fois même à 5, avec 3 centraux et 2 latéraux vraiment identifiés. C'est à ce moment-là qu'il a un peu, à mon avis, modifié, sans tout chambouler, parce qu'il garde dans la grande ligne sa manière de jouer, il n'y a aucun problème, et je pense qu'il est convaincu que c'est la bonne chose à faire. Mais des fois, il est un peu plus pragmatique que ce qu'on pouvait l'imaginer. Dans l'analyse de cette première partie de saison, une donnée saute aux yeux. L'OM est loin d'être impérial à domicile. Sur 10 matchs au Vélodrome, les Olympiens ne comptent que 3 victoires. L'enjeu, c'est de gagner plus, et ce, malgré le contexte sanitaire. Pendant quelques semaines, là, pour l'instant, l'affluence va être limitée à 5000 spectateurs. Donc pour l'instant, l'OM n'est concerné que pour la rencontre face à Lille. Est-ce que ça va durer ou pas jusqu'à la fin de saison ? Bon, pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation. Voilà, il y a quand même des doutes là-dessus. Mais l'OM va devoir redevenir performant à domicile. Alors à l'extérieur, ça se passe plutôt bien. Mais pour jouer le podium, il va falloir prendre des points à domicile. Alors il aura l'avantage, les Olympiens auront l'avantage d'affronter la grande majorité de ses principaux concurrents pour le podium à domicile. Maintenant, ça sera un avantage que si les résultats suivent derrière. Jusqu'à présent, ils ont fait des bons résultats à l'extérieur. Il va falloir les confirmer à domicile. Bande passante, l'info décryptée. Dans ce contexte, est-ce que la clé ne passerait pas aussi par un recrutement plus ciblé? Lors de sa conférence de presse, Jorge Sampaoli a clairement dit qu'il fallait 2 à 3 recrues. Jérémy Torgman, quel poste l'entraîneur cible en particulier? Comme on a pu l'écrire dans des précédents articles, visiblement les postes d'ailier ne le satisfont pas pour l'instant. Donc il aimerait certainement avoir des joueurs offensifs peut-être pour amener plus de concurrence, peut-être avec un profil différent. Voilà. Mais donc c'est un poste qui est ciblé par le coach olympien. Après, il va falloir aussi qu'il gère les absences pour quelques semaines au moins de Pape Gueye et de Bamba Dieng qui vont partir à la CAN. Et l'autre dossier, le dossier principal des prochaines semaines, ça va être l'avenir de Bouba Kamara. À Bouba Kamara, le minot de Marseille, le joueur au talent certain serait convoité par plusieurs grosses écuries. Un dossier assez épineux. Parce qu'il n'a pas été correctement géré par Jacques Arriero, tout simplement déjà. Il arrive en fin de contrat au mois de juin. Et il n'a toujours pas prolongé. Alors certainement que lui n'a pas voulu prolonger, certainement que l'OM aussi n'a pas fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Maintenant, est-ce que Bouba Kamara va prolonger ? On peut se poser la question quand il ne l'a toujours pas fait. L'OM lui a fait plusieurs propositions, on l'a déjà écrit notamment dans nos colonnes. Le joueur dispose de plusieurs propositions. Mais il est également ciblé par plusieurs clubs à l'étranger, notamment en Angleterre. Il choisira peut-être de partir. À moins que l'OM décide de le vendre, histoire de ne pas le voir filer libre et gratuit à la fin de la saison. Merci Jérémy Torgman pour ses explications sur les paradoxes de l'Olympique de Marseille et le bilan de cette première partie de saison. Je rappelle que Bande Passante est un podcast à retrouver sur toutes les plateformes comme Apple Podcast, Deezer et Spotify. Bande Passante, c'est aussi à retrouver sur le site internet laprovence.com.